Bonjour Olivia, Salut Vince, comment tu vas? ça va plutôt bien et toi? Ben ça va, bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Limite, où nous essayons du mieux possible en tout cas de vulgariser des enjeux très complexes avec pléiades de scientifiques, d'experts, parfois même de politiciens et de chercheurs autour des limites planétaires de l'anthropocène et du système économique, la biodiversité. Bref, on essaye de sortir un petit peu de la matrice pour montrer dans quel monde on est et quelles sont les possibilités, mais avec beaucoup de pragmatisme aussi. Ouais. Et j'ai fait ta connaissance là, je ne te connaissais pas. Il y a quelques minutes, j'ai assisté, donc nous sommes aux conférences Beyond Growth ici au Parlement européen, et je t'ai découvert. The future of security at global levels will depend on the ability of these countries that are well endowed in mineral resources to arbitrate power competition. Depending on their ability to level up power distribution, security risks may increase or soften. For now, from what I have observed while investigating the implications of the energy transition from a global perspective in the field, I can attest that I observe more potential for authoritarianism, elite capture, more environmental destruction, and more violence at social levels. And what I have equally observed is that Europe is not equipped currently to deal with the ramifications and implications of the global competition. Et je me suis ramassé une claque où ça parlait de géopolitique qui se transformait, de Chine, de Russie, et je me suis dit, génial, merci. Alors tu ne pensais pas avoir de standing ovation sur ce que tu allais dire, qui était quand même... C'était du lourd, ouais. C'était du lourd, on va en parler, mais finalement tout le monde s'est levé parce qu'on avait besoin d'entendre ça. Donc on a très bien teasé pour la suite de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, baisser la résolution de la vidéo si vous êtes là pendant un bon moment. Merci à vous d'être là en tout cas. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, tout à fait. Je m'appelle Olivia Lazare, je suis chercheuse à la Carnegie Europe. C'est un centre de recherche qui est ici à Bruxelles, qui est rattaché à un centre de recherche à Washington et qui s'oriente sur toutes les questions justement de politique étrangère à l'européenne. Et il y a environ 3 ans, j'ai commencé à travailler avec eux sur la géopolitique du climat, des disruptions climatiques et des transitions climatiques. Il faut savoir qu'avant de rejoindre Carnegie, en fait, j'ai dans mes bagages environ 10-15 ans de travail dans des zones de conflit, en Afrique, au Moyen-Orient. À l'origine, je travaillais beaucoup justement sur de la médiation politique, sur des enjeux de stabilisation, des programmations de stabilisation, pour essayer en fait de résoudre des conflits, ou en tout cas de les gérer, de les contenir et au fur et à mesure du temps, en espérant les transformer. Et je suppose qu'il y a un pont à créer, parce que très souvent les gens me disent mais quel est le rapport entre les conflits et la transition énergétique ou les changements climatiques, etc. etc. En fait, c'est quand je faisais beaucoup de travail, surtout dans la région centrafricaine, que j'ai vu 2 choses se passer. D'un côté, j'ai vu en l'occurrence l'impact des transitions climatiques, des disruptions climatiques. J'ai vu l'impact aussi justement des épuisements écologiques à cause de la déforestation, à cause de beaucoup d'enjeux industriels reliés à l'agroalimentaire, à plein d'autres trucs. Et puis j'ai surtout vu, quand j'étais en République centrafricaine en 2018, l'arrivée des fameux mercenaires russes qui s'appellent Wagner, et qu'on a vu en l'occurrence arriver sur Bangui et ensuite se déployer à travers le pays. Pendant quelques mois, on les avait perdus de vue. Et on les a retrouvés curieusement dans beaucoup d'endroits qui sont très riches, non seulement en diamants, non seulement en or, mais potentiellement, en l'occurrence, très riches en terres rares, en nickel et en d'autres types de minerais critiques qui sont hyper importants pour les transitions climatiques. Et comme j'ai vu ça en RCA et dans beaucoup d'autres pays africains, je me suis rendu compte qu'il y avait une compétition qui était en train de s'organiser et qu'en Europe, on ne remarquait pas du tout. Et donc je suis revenue en Europe pour essayer d'alerter justement à la fois les politiciens européens, que ce soit dans les États membres, ou les institutions, sur le fait qu'on était en train de louper une dimension énorme de la transition énergétique, qui n'était pas seulement technologique, technique, financière, bureaucratique, mais qui était en fait géostratégique. Et c'est seulement maintenant qu'on commence vraiment à en parler. C'est dingue que tu parles de Wagner, effectivement, on a compris que la Russie est en train d'essayer de s'installer pour répéter le même système qui a eu lieu à une époque. On a d'ailleurs discuté de ça avec une personne qui s'appelle Kemi Seba, qui est pro-Russie, avec qui je me suis permis de lui poser la question, la vidéo est disponible, de dire est-ce que tu n'es pas instrumentalisé? Lui prétend que non, qu'ils viennent pour autre chose, mais non. Ils sont là pour perpétuer un système néocolonial qui est de s'accaparer les ressources. Parce que c'est ça dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment les ressources. Quand on a un téléphone terminé, quand on a une arme de guerre terminée, quand on a donc pour les États-Unis tout un système, une flotte
une armée qui fonctionne avec de la technologie, de base, il y a une ressource aussi là derrière. Et quand on se rend compte en fait qu'absolument tout notre quotidien est entouré de tableaux périodiques des éléments qui viennent du Global South, et là on se pose des questions en se disant mais attention, mais qui est en train de maîtriser un petit peu ça? Et moi je voulais un petit peu avoir ton regard aujourd'hui sur le monde, avec quelles lunettes tu le regardes, et comment tu perçois et tu ressens la Chine et la Russie et les autres pays au monde en fait fonctionner aujourd'hui. Ouais. C'est une super bonne question. Et on doit revenir un petit peu en arrière. Il y a environ 20-25 ans, la Chine a été l'une des premières puissances. On ne la regardait pas nécessairement à cette époque-là comme une puissance en soi, mais une puissance en devenir. Ça a été parmi les premiers pays, voire le premier pays, à trouver une formule très particulière en fait en lien avec la transition énergétique. La Chine a un avantage comparatif significatif dans le sens où ils ont des ressources en terres rares qui sont très importantes. C'est un cadeau de la nature, d'un point de vue géologique, on va dire ça comme ça. Dans la Chine même? Dans la Chine même. Sur son territoire. Okay. Et la Chine a commencé à exploiter justement les terres rares de manière exponentielle, en lien justement avec la croissance économique mondiale depuis 20-25 ans. À l'époque, c'était pas seulement relié justement au clean tech, donc que ce soit les panneaux solaires, les turbines à vent, etc., etc. Non, les éoliennes, pardon, pas les turbines à vent. T'inquiète. C'était relié à beaucoup d'autres choses. C'était le début en fait d'une mondialisation, d'une globalisation qui se basait sur le digital, qui se basait sur l'innovation technologique. Entre autres aussi, les automobiles, etc., etc. Et la Chine a développé un modèle excessivement efficace qui a consisté en fait à créer une intégration verticale de ces chaînes d'approvisionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, ils vont extraire les terres rares. Ils ont appris, de par certains investissements qui venaient d'Europe, des États-Unis, puisque tout le monde utilisait justement la Chine pendant très longtemps comme une industrie à ciel ouvert. Hein, totalement. C'est d'ailleurs toujours un petit peu le cas. Hein. Tout à fait. Beaucoup moins maintenant avec ce que je porte, mais comparé à quelques années, c'était sûr que ce n'était que ça. On est tout à fait d'accord. Voilà. Ce qu'il y a dans cette machine qui est en train de nous filmer, voilà. Complètement. Et la Chine a réussi justement à transformer ce capital naturel en un capital économique en gérant justement des investissements qui venaient de l'extérieur et en retournant justement les logiques de pouvoir. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En l'occurrence, on a un acteur chinois, étatique, qui a réussi justement à créer ce qu'on appelle des économies d'échelle. Donc c'est la formule tout à fait logique en l'occurrence de la croissance économique. On part d'un capital naturel, on arrive à le transformer dans le pays. Sur base de cette transformation, on arrive à développer justement des économies d'innovation qui, là pour le coup, se sont développées en économie d'innovation autour des clean tech. Encore une fois, ce dont on a besoin pour la décarbonation. Et à terme, qui devient en fait une capacité d'export. Alors, le modèle a commencé en l'occurrence avec les terres rares. C'est-à-dire que la Chine a utilisé son propre territoire, avec tous les coûts environnementaux et tous les coûts sociaux que ça entendait, que ce soit en termes de santé humaine, que ce soit en termes d'effondrement de certains écosystèmes, mais ils ont réussi en l'occurrence à créer une valeur économique extrêmement importante. Valeur économique, en l'occurrence, ils ont acquis un savoir-faire qu'ils ont transféré à d'autres chaînes de valeur. Le lithium, le nickel, le cobalt. La plupart des chaînes de valeur minérale dont on a besoin pour construire en l'occurrence une économie globale minérale et non plus fossile, c'est la Chine qui contrôle la plupart non seulement des extractions en Chine sur certains minerais, mais aussi ce qu'on appelle le processing. Et pour avoir acquis justement cette capacité-là, sachant qu'eux-mêmes en l'occurrence ont maintenant une ambition climatique pour décarboner leur économie, ils ont dû aller chercher justement des ressources ailleurs. Donc ils ont répété, et ils répètent actuellement, un modèle colonial, qui est maintenant un modèle néocolonial, qui en l'occurrence est en lien avec leur croissance économique, et leur croissance économique qui se fait en compétition avec les États-Unis et avec d'autres économies, y compris celles européennes, qui ont des modèles de société différentes, et qui ont des aspirations, en l'occurrence, différentes par rapport au futur. Par rapport à la sécurité collective, par rapport aux valeurs qui soutiennent justement des institutions et des architectures globales. Avec ce background-là, avec cet historique-là, très rapide, je vais passer sur la Russie. La Russie
depuis la fin de la guerre froide, a essayé justement de rentrer dans le quorum des nations et dans l'architecture globale qui, on le sait tous, a été dictée justement par les économies de l'Ouest, comme on l'appelle, principalement par les États-Unis, mais auxquels de nombreux pays ont participé et qui constituent maintenant justement un équilibre international qui marche, avec ses défauts, mais qui marche jusqu'à un certain point. Et au bout d'un moment, en l'occurrence, on s'est rendu compte que la Russie avait là aussi des ambitions, qu'elles soient territoriales, qu'elles soient impérialistes, différentes. Et si on retrace en l'occurrence l'histoire de ce qui s'est passé et qui se joue actuellement en Ukraine, on voit justement une Russie qui n'a toujours pas, en l'occurrence, laissé tomber ses ambitions territoriales impérialistes, que ce soit par rapport aux anciennes républiques soviétiques, que ce soit par rapport justement à un grand projet de ce que le président Poutine appelle le grand projet de l'Eurasie. La Russie, en l'occurrence, bénéficie d'une espèce de lame de fond que la Chine a créée. Une lame de fond qui, en l'occurrence, a des avantages et des inconvénients. Il est évident qu'en 2023, l'ordre international et l'architecture de pouvoir et des institutions et des gouvernances sécuritaires internationales ne marchent plus aussi bien qu'elle a marché à un certain moment. Il faut justement ouvrir et redistribuer les relations de pouvoir, entre autres et surtout aux pays justement dits du Sud global. Le terme est à contester, mais en Amérique latine, en Afrique, en Centrasie, dans l'Indo-Pacifique. Ce qui est assez compliqué avec la Russie, c'est qu'en l'occurrence, il voit justement une trajectoire qui a été tracée par la Chine en contestation justement d'un ordre international qui n'est plus à jour par rapport aux enjeux d'aujourd'hui et par rapport aux demandes d'aujourd'hui des pays du Sud et de certains pays qui ont moins de pouvoir dans les institutions internationales. Mais la Russie utilise en l'occurrence la lame de fond qui a été créée par la Chine pour réasseoir des ambitions territoriales et réasseoir justement une autorité ou des comportements sur des chaînes d'approvisionnement internationaux qui sont extrêmement dangereux. C'est-à-dire ? Comparé à la Chine qui a en l'occurrence un modèle de développement qui est accompagné par exemple des nouvelles routes de la soie, qu'elles soient maritimes ou territoriales, et qui donc apporte justement ce qu'on appelle des dividendes de sécurité de développement aux pays avec lesquels ils travaillent. Des infrastructures, des routes. Voilà, exactement. Ils sont basés sur ce modèle-là. Construisent des ports, tout ça. La Russie n'a pas les mêmes capacités, n'a pas les mêmes ressources d'État, les mêmes finances publiques, les mêmes capacités de projeter justement une influence à l'international. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en l'occurrence offrir des services de ce qu'on appelle de sécurisation à des présidents qui ont en tête de rester au pouvoir. Ce qu'on appelle les captures d'élite en l'occurrence, de certains dirigeants qu'on peut trouver en Afrique ou ailleurs. Qui veulent briguer 4, 5, 6, 7 mandats. Voilà, et qui profitent en l'occurrence d'économies politiques et de ressources dans leur pays pour s'enrichir eux-mêmes. Bien sûr. Enrichir justement des réseaux auxquels ils participent. Ça crée quoi? Ça crée de la violence justement entre les élites et les populations, ça crée de la violence entre les populations et ça fait qu'en l'occurrence, tout ce qui est gouvernance démocratique, tout ce qui est stabilisation, tout ce qui est médiation même, il n'y a plus d'espace pour. Parce qu'à partir du moment où en l'occurrence il y a un État qui n'est pas en marche vers des processus de stabilisation ou de paix, la stabilisation, elle ne peut pas marcher. Pas dans un système international qui s'appuie justement sur des logiques d'État. Au-delà de ça, en l'occurrence, ce que la Russie essaie de faire, c'est justement de passer par des réseaux de corruption ou de blanchiment d'argent pour avoir accès à des ressources minérales. Ils n'ont pas les mêmes capacités justement de processing que la Chine. Ils vont avoir du mal à ramener justement beaucoup des minerais en Russie. Pour certaines ressources comme le chrome, comme le bauxite, ils vont le faire. Mais ce n'est pas le seul enjeu pour eux. L'un des enjeux pour la Russie, c'est justement d'aller acquérir des gisements à droite à gauche, que ce soit en Afrique, éventuellement en Centrasie ou peu importe. Pourquoi? Parce que indirectement, à partir du moment où ils s'assoient justement sur certains gisements, ils vont devenir un acteur incontournable de la géopolitique du futur. Ça veut dire que les Européens, les Américains ou toute autre puissance qui a besoin d'avoir accès à ces ressources pour décarboner rapidement, et dans le cas de l'Europe, pour être compliant ou pour être justement en accord avec sa loi climat, eh bien on va devoir passer par la Russie.
Donc on répète en l'occurrence le même type de cadre que ce qu'on a créé dans nos interdépendances avec la Russie sur les fossiles et particulièrement sur le gaz. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix. Parce que la Russie fait partie de ces pays justement qui, de un, il y a beaucoup de ressources justement géologiques, minérales, en Russie, de très haute qualité, et qui fait que la Russie, en l'occurrence, aura une capacité justement de se positionner comme puissance, relative en tout cas, dans les chaînes d'approvisionnement du futur, et donc dans la sécurité énergétique du futur, et donc la sécurité économique. Mais en plus, on a justement une Russie qui utilise en l'occurrence son complexe militaro-industriel pour venir asseoir une autorité et une influence qu'elle répand aussi par mésinformation, désinformation, corruption, capture d'élite et réseau en l'occurrence de corruption, pour shifter les équilibres de pouvoir au niveau international. Et donc pour contraindre à la fois le projet européen et la relation transatlantique. Donc on retombe, en l'occurrence, c'est quelque part comme un espèce de retour de l'histoire dans des futurs affectés et complètement interrompus et disruptés par le changement climatique et par des lames de fond géopolitiques qui sont en train de complètement changer les équilibres de pouvoir au niveau international. Oui, parce qu'on sent que la Russie, et d'ailleurs j'en suis extrêmement témoin, et je vais expliquer pourquoi tout de suite, d'ailleurs c'est une petite info limite que vous allez découvrir, tente de jouer l'opinion publique en Afrique en mettant plus en avant la problématique coloniale et néocoloniale en disant regardez ce que l'Europe vous a fait par le passé, regardez ce que la France vous a fait, regardez ce que la Belgique, et regardez ce qu'elle répète et ce qu'elle maintient. Et moi-même, je suis un descendant de la colonisation, forcément. C'était une route qui a été créée. Mon père a immigré du Sénégal. Et je suis formellement contre cette notion de colonisation. Et j'en suis encore aujourd'hui à lutter contre toute forme de colonisation basée sur l'extractivisme, etc. Tout l'aspect néocolonial. Bolloré en Afrique, etc. Mais à la fois, c'est dangereux de jouer sur ce dialogue du passé. Parce qu'on était contacté par Russia Today, oui, je vous laisse, vous avez l'info, je vais essayer de vous mettre un screenshot du mail, où ils me demandent s'ils peuvent avoir accès à un documentaire que j'ai fait sur les activités du Congo belge. Où on a fait une vidéo limite pour expliquer l'époque Léopold II et le Congo belge. Et j'ai refusé. Je leur ai dit non, vous n'avez pas le droit d'y toucher, vous n'avez pas les droits, parce que je sais qu'elle n'est pas faite à des fins d'histoire, mais elle va être utilisée en fait pour dire regardez, et ils continuent à le faire aujourd'hui. Et cette instrumentalisation qui arrive, et je vous le dis, on a discuté avec Kémy Séba, que tu connais peut-être, il défend les valeurs panafricaines, et d'ailleurs on a été très critiqué sur la chaîne pour avoir discuté avec lui, parce que c'est important de nous de comprendre, il était financé par Wagner, de comprendre un petit peu où est-ce qu'il se pose, et il estime qu'il n'est pas instrumentalisé, c'est tout en son honneur de le croire, et à nous de le croire ou non, mais de comprendre un petit peu ces rouages qui sont en train de se faire, et qui ont pour vocation vraiment, que ce soit dans la diaspora, de créer un sentiment anti-Occident, anti-Europe, qui continue dans son néolibéralisme d'une certaine façon. En fait, on va pas rentrer dans des notions de bien ou de mal. Mais effectivement, on sent qu'on essaie de rejouer les cartes, de redistribuer les choses. Mais maintenant, on va prendre, nous, en tant que, moi, par exemple, ici, en tant que Belge, Européen, je vis ici en Europe. Effectivement, on a décidé de décarboner. On a décidé d'utiliser moins d'énergie fossile. Et donc, d'une certaine façon, on est tributaire d'un nouveau type de denrées, on va dire. Voilà, c'est cobalt, coltan, les métaux stratégiques, les terres rares. Comment ça fonctionne dans un monde où l'énergie fossile est ce qui permet de nourrir des armées et de sécuriser? Comment ça fonctionne dans un monde où l'Europe décide de se décarboner, mais par exemple que la Russie se dit bon, nous c'est pas trop notre objectif. Voilà, est-ce qu'on se met en difficulté, en danger d'un point de vue sécuritaire en fait? Est-ce qu'un jour, enfin, je vais la reformuler autrement, est-ce qu'à un moment donné, en fait, on va tout simplement abandonner nos idéaux climatiques, ainsi que les États-Unis, en se disant non, le risque à court terme de guerre est trop immense que pour abandonner et en fait de laisser tomber notre programme militaire, etc., etc. Ça, je l'entrevois pas encore. Et c'est ce qui fait justement la différence avec le projet européen, c'est qu'on est tenu par l'état de droit. Et l'état de droit, en l'occurrence, nous impose au niveau régional d'aller vers la loi climat. Donc ça veut dire à minima 55% de réduction des gaz à effet de serre d'ici à 2030 et neutralité zéro d'ici à 2050. Il y a plein de choses à déconstruire dans ces chiffres-là, mais d'un point de vue politique, pour le moment, il n'y a pas du tout de remise en question
de cette ambition-là, justement, d'être l'une des premières, entre guillemets, puissances climatiques, l'une des premières puissances économiques à aller justement vers un projet de décarbonation. La difficulté, c'est bien évidemment que le projet de décarbonation, ça techniquement, on en a parlé tout à l'heure justement à la plénière, et c'est un élément que l'Europe n'a pas tout à fait bien calibré, c'est que si on décarbone, on va avoir justement des impacts sur les écosystèmes et ça crée plein de soucis au niveau des interdépendances et des impacts justement sur le futur de la biosphère, mais ça c'est encore un autre sujet. Décarboner impacte les écosystèmes, c'est ça que tu dis? Oui. C'est-à-dire, est-ce que tu peux expliquer peut-être rapidement, on fait une parenthèse pour expliquer aux gens? Tout à fait. Alors, c'est plus facile en général quand j'ai une carte sous la main qui me permet justement de pointer où sont les gisements des Imagine qu'il y a une carte qui apparaît devant l'écran. D'accord. Et que tu peux dire à tel endroit, je me charge du reste. Donc, en gros, il faut imaginer justement que, en termes de ressources minérales, tous les métaux et minerais stratégiques dont on a besoin pour décarboner, il y a certains endroits où ils sont concentrés. J'ai déjà mentionné la Chine. J'ai déjà mentionné la Russie. Il y a les États-Unis aussi, il y a le Canada, il y a l'Australie. Il y en a un petit peu en Europe. On est en train de faire d'autres explorations pour voir s'il y en a plus. Mais comparé à d'autres endroits, il y a moins de concentration de minerais et de ore. Ah oui, les ores, les métaux, enfin pas les métaux, mais les matières premières. Voilà. Comparé justement à d'autres régions du monde. Donc, les autres régions du monde qui sont concernées justement par la transition énergétique au point zéro de la transition énergétique, c'est-à-dire de l'extraction, c'est des pays en Amérique latine, en Afrique, en Indo-Pacifique, en Centre-Asie, dans les Balkans, dans l'Europe de l'Est et dans le fond des mers. C'est en gros justement tous les pays qui... Où il y a beaucoup de biodiversité, où il y a c'est végétal, c'est vert, il y a... Voilà. Forêt équatoriale, tout quoi. Enfin... Exactement, ça. Donc tu as les puits de carbone et puis tu as les puits de cycle hydrologique. Et ça c'est important parce qu'on n'en parle pas assez. Quand on parle justement de la transition énergétique, on a tendance à seulement se concentrer sur le cycle carbone. Mais il y a un autre truc qui est hyper important, c'est la manière justement dont les écosystèmes nous permettent en l'occurrence de cycler et de recycler l'eau de liquide à gaz. Si on va chercher en l'occurrence justement de plus en plus de métaux dans le bassin de l'Amazone par exemple, en plus de faire de l'agriculture intensive et en plus de faire de l'urbanisation et en plus de faire du développement d'infrastructures... Qui était le projet de Bolsonaro qui n'est plus au pouvoir, mais on ne sait pas que ça peut revenir ou que... Tout à fait, et qui est soutenu par la Russie, entre parenthèses. Si on défonce essentiellement l'Amazone dans l'objectif justement de décarboner et de soutenir des économies au travers de la décarbonation avec un modèle business as usual, on va non seulement tuer le puits de carbone qu'est l'Amazone, mais en plus, on va complètement déglinguer le cycle hydrologique dont l'Amazone est en responsabilité. Pourquoi? Parce que l'Amazone, en l'occurrence, crée son propre cycle hydrologique. C'est pour ça qu'on appelle ça justement les forêts à pluie, en l'occurrence, qui distribuent justement de la pluie dans le sud de l'Amérique latine, jusqu'en Argentine, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, en Californie, dans le US Midwest et jusqu'en Angleterre. L'impact de l'Amazonie, c'est tout ça, d'accord. C'est tout ça. Donc, si tu regardes l'Amazonie, c'est juste, tu as l'un des bassins écologiques qui est le plus étudié, mais on transfère ça au bassin du Congo. C'est la même chose, parce que le bassin du Congo, il est aussi important que le bassin de l'Amazone. Et puis, les forêts à pluie, justement, qui sont en Asie, sont hyper importantes. Et en fait, ce qu'on ne regarde jamais, justement, et même dans les travaux de l'IPBES, du GIEC ou quoi que ce soit, on regarde les écosystèmes comme si c'était justement des espèces d'unités indépendantes. Ce n'est pas des unités indépendantes. Elles sont interdépendantes les unes des autres. Donc, ça veut dire que si on défonce l'Amazone ou certaines parties dont l'Amazone aussi dépend, eh ben, en fait, on va complètement dérégler les flux planétaires biophysiques qui maintiennent justement notre biosphère en équilibre relatif et en équilibre adaptatif. C'est ça qui nous a toujours permis, en l'occurrence dans l'Holocène, de vivre avec des climats justement qui sont relativement stables. Là, on est en train de passer à l'Anthropocène, non seulement parce qu'on est en train de blinder l'atmosphère avec plein d'émissions de carbone, de méthane, etc., etc. Donc on a une pression qu'on est en train justement de subir par le haut, entre guillemets, par l'atmosphère, mais en plus on est en train justement de complètement amoindrir, diminuer, détruire l'intégrité écologique des écosystèmes qui nous permettent en l'occurrence non seulement de maintenir la biodiversité mondiale,
mais qui en fait sont hyper importants à réguler justement le système climatique international ou global. Donc on est vraiment en train de créer des pressions justement des deux côtés. C'est aussi pour ça justement que la géopolitique de la transition, elle est dangereuse. Parce qu'autant justement en Europe, encore une fois, vu qu'on a des systèmes qui respectent l'état de droit, avec certains défauts, mais en général sont assez solides là-dessus, parce qu'on a plein justement d'institutions qui nous permettent d'être regardants par rapport à nos standards, tout ça. Il y a de plus en plus justement de législation qui est passée par l'Europe pour essayer de diminuer justement l'impact de son activité économique et de ses besoins économiques sur la nature, et donc aussi sur les pays du Sud. Par contre, quand on voit justement la manière dont la Chine, la Russie... Ils récupèrent un terrain qu'on leur laisse. Voilà. Ils n'ont pas les mêmes standards. Ils n'ont pas les mêmes demandes. Ils ne respectent pas les mêmes lois. Et certainement pas justement dans les pays qui, eux-mêmes, sont en déficit de gouvernance et d'état de droit. Et c'est là où justement on se retrouve dans un espèce de dilemme. Parce que techniquement, en fait, on est ici aujourd'hui pour discuter le futur de la modélisation économique européenne, qu'on appelle ça décroissance ou autre croissance, voilà, il y a plein de termes différents. Mais si l'Europe décide d'aller vers des processus de décroissance pour respecter les limites planétaires, ce qui est tout à fait désirable, nous ne pourrons le faire qu'à partir du moment où nous nous assurons, en l'occurrence, que la sécurité européenne et la sécurité des partenariats avec les pays dont on dépend, dont notre marché unique dépend, pourront être assurés et ne seront pas entamés par des modèles de société ou des modèles sécuritaires qui remettent complètement en question justement l'architecture internationale. Architecture internationale qui nous a quand même donné l'architecture des droits de l'homme, l'architecture justement il y a cette législation ou ces nouveaux cadres normatifs qui ont été donnés par l'ONU sur le droit à un environnement sain, que beaucoup d'États en l'occurrence ont encore à ratifier, qui nous a donné l'accord de Paris, qui nous a donné justement des éléments qui, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que l'architecture internationale est parfaite, loin de là, on le sait tous. Mais par contre, on a créé justement un système qui pendant des années était orienté vers la régulation des exercices de pouvoir et sur un système dans lequel justement de nombreux pays ou tous les pays du monde techniquement pouvaient justement participer à des créations de régulation de droits au niveau international qui permettaient justement petit à petit de créer ce qu'on appelle un level playing field, un terrain de jeu en fait où tout le monde peut rentrer en compétition et se dire ouais, bah moi ma croissance elle va être déterminée par politique ABC ou politique DEF. Qui en l'occurrence est un système qui arrive justement à ses limites aussi, parce que nous avons justement de nouvelles réalités sécuritaires qui là sont planétaires. On ne peut pas continuer avec une croissance perpétuelle, même en l'occurrence les logiques de développement qui ont été créées depuis les années 70 doivent être absolument remises en question et réorientées vers une solidarité collective et internationale. Mais pour le moment, en l'occurrence, il y a une telle compétitivité et compétition et rivalité de systèmes entre des pays comme les États-Unis et la Chine, comme l'Europe et la Russie, qui sont en fait des rivalités de modèles et de contrats sociaux et d'institutions légales ou non légales. Et tout ça est en train de se répercuter justement sur les chaînes d'approvisionnement internationales et sur le futur des interdépendances économiques qui pour le moment vont dans une logique de croissance. Ce qui est important, ce qui a toujours en fait soutenu quelque part les architectures de sécurité internationale, y compris l'époque du colonialisme. C'était en gros une manière pour des États européens qui se tapaient sur la figure constamment d'aller chercher justement des accumulations de ressources qui leur permettaient de gagner en équilibre de pouvoir. Et on est en train de répéter la même chose. Sauf que cette logique-là, elle est en train de péter les limites planétaires. C'est ce que je disais justement en plénière. La sécurité internationale et la sécurité planétaire, pour le moment, ne sont pas alignées. Donc faire de la décroissance à l'européenne, si on regarde seulement les limites planétaires, tout le monde est d'accord pour dire « ouais, allons-y ». Parce que nous ne voulons pas porter sur notre conscience ou sur le futur de notre sécurité collective ce que ça veut dire que dépasser
le plafond de 1,5. Donc si on regarde les limites planétaires en lien avec les problématiques de sécurité internationale, on n'est pas raccord. Tout l'enjeu, surtout ici en Europe, où fondamentalement j'ai l'impression qu'on est la seule région au monde qui commence à avoir des discussions sérieuses sur le sujet de la décroissance ou la croissance alternative ou le bien-être, voilà. le monde de la post-croissance, la justice, etc., etc. Nous ne pourrons être fondamentalement sérieux qu'à partir du moment où nous pourrons nous écouter les uns les autres, au travers justement des spectres idéologiques et politiques par ailleurs, et se rendre compte que nous avons besoin en fait de trouver un moyen pour réconcilier justement sécurité européenne, sécurité internationale et sécurité planétaire. Tant qu'on ne trouvera pas cette logique-là, nous n'arriverons pas à faire avancer la décroissance. Et ça aussi, ça a des risques sécuritaires, parce que beaucoup de personnes, justement, dans nos sociétés vont se dire, mais les dirigeants, en l'occurrence, type président Macron ou Olaf Scholz ou quoi que ce soit, ils nous disent qu'ils croient au changement climatique. Ils nous disent qu'ils ont envie, justement, d'avoir un modèle économique différent. Alors, pour le moment, on est sur le sujet de la croissance verte, qui est effectivement à l'heure, mais voilà. Mais ils n'organisent pas les politiques publiques qui nous emmènent dans cette direction-là. Donc ça veut dire qu'ils sont hypocrites. Ou qu'ils sont hypocrites, ou qu'ils savent qu'il y a autre chose, qu'ils ne savent pas faire, et qui est le danger à court terme, qui est le danger humain, en fait. Peut-être, je pose ça là. Le danger humain, le danger de conflits voilà. internationaux, c'est ça que je veux dire. C'est ça. Et comme on en discute très très peu en Europe, parce que ça réveille en l'occurrence justement des fantômes du passé, c'est quand même assez... Pas très longtemps, hein, 70 ans. Hein. Voilà. Même la guerre en Ukraine, enfin, on a beau justement... Il y a un élan de mobilisation pour être en solidarité avec les Ukrainiens, mais ça se voit que c'est compliqué justement pour des Européens à vraiment justement acter des enjeux par rapport à l'efficience énergétique, par rapport à se départir justement d'interdépendance avec la Russie, qu'on a pris beaucoup de temps à créer. Parce qu'on pensait, en l'occurrence, qu'il y avait un futur de paix dans ces interdépendances économiques. C'est notre modèle. C'est comme ça qu'on est sorti de notre dilemme de sécurité à nous, en Europe. Donc on a reproduit ça à l'international. Sauf que ce qu'on n'a pas vu venir pendant très longtemps, c'est que les interdépendances économiques, et surtout lorsqu'elles sont légèrement déséquilibrées, peuvent être arsenalisées. Et elles sont arsenalisées très efficacement à partir du moment où, en plus, on rentre dans une économie digitale et dans cette logique de post-vérité. La mésinformation, la désinformation, c'est très très compliqué justement à identifier, à contrer. C'est quasiment impossible à contrer. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, et j'ai bien compris que discuter avec quelqu'un qui croit complètement l'opposé de quelque chose, ça ne sert à rien d'essayer de lui amener tous les documents, toutes les données. C'est le choc, ou c'est un moment de sa vie qui lui permet de s'ouvrir à d'autres horizons et d'autres systèmes de croyances. Tout à fait. Mais tant que la vie suit son chemin, la personne va rester bordée dans ses lunettes, quoi. Tout à fait. Et ça devient... Enfin, on se retrouve dans des espèces de bataille de dogmes. Oui, mais voilà, mais Olivia, justement, merci pour cette belle conversation. Je bois tes paroles, j'ai rien à dire, tu déroules, et c'est un vrai plaisir, parce que on peut vraiment aller au fond des choses, et de choses qui font peur à beaucoup de personnes malgré tout, parce que je pense qu'on se dit plus jamais ça, je crois, forcément. C'était notre mantra, ouais. Et c'était notre mantra, mais c'est drôle, moi je vais venir avec un peu ce dénominateur commun à l'ensemble de la planète, riches et pauvres, et beaucoup les pauvres qui ont moins de capacité, d'énergie et de mainmise sur les flux de matière pour contrer le changement climatique et les effondrements de biodiversité. Est-ce que ce qui va nous mettre d'accord, à un moment donné, et sans doute, et c'est ça qui serait dommage, à 2 degrés, si pas plus, où là on va vraiment le sentir passer, c'est justement que la Russie se retrouve dans des véritables problématiques de feux de forêt aussi en Sibérie, ce qui se passe de plus en plus, que la Chine se retrouve avec des gros problèmes en eau dans le nord, ce qui est déjà le cas, mais qui sont accentués, et qu'ils auront beau mettre tous les pipelines ou les water lines pour ramener l'eau du sud, où c'est pour l'instant en abondance, qu'ils n'y arriveront pas, que l'Inde et le Pakistan, qui se partagent nombreuses nappes phréatiques, vont aussi être sous pression, et qu'à un moment donné, la pression internationale va tardivement créer en fait vraiment
on va dire la coopération internationale, mais pas de salut, bonjour, on fait une COP sponsorisée par Coca-Cola à Dubaï. Non, non, que là on est vraiment dans le défi existentiel, mais tu vois le problème du court-termisme, de la douleur à court terme, qui va en fait faire comprendre à chaque individu et chaque population et chaque gouvernement sur Terre de ok, bon, placer mon jeu d'échecs, ça sert à rien parce que de toute façon, j'ai des problèmes d'approvisionnement, des pénuries partout, autant que je collabore plutôt que je sois dans la compétitivité. Est-ce que tu crois à ça? Alors, il y a 2 éléments à ce que tu viens de dire. Le premier, si on rebondit justement sur la Russie. La Russie a effectivement de nombreux problèmes de disruption écologique et de disruption climatique. Ils les prennent en compte dans leurs documents stratégiques. Par contre, si tu regardes les modèles de gouvernance en fait en interne en Russie, comparé à un pays comme les États-Unis ou un pays européen où si des populations civiles sont touchées par des désastres écologiques ou climatiques ou par n'importe quel désastre en général, il va y avoir des systèmes de réponse et des systèmes de réaction qui vont être mis en place. Et si ces systèmes-là s'effondrent, il y a un tollé politique énorme. Et Katrina, Louisiane. Voilà, par exemple. Et donc le gouvernement central, ou en tout cas gérant le territoire, va avoir tendance justement à avoir un problème de crise, de crédibilité et de légitimité sociopolitique ou socio-économique. Et donc en général... Basé sur le contrat social, sur cette croyance, en fait, cette vision qu'on a de ne pas avoir de laisser pour compte. En fait, c'est l'objectif qu'on se laisse. Voilà. Mais effectivement, la Russie n'a pas ce même programme. Non, donc en Sibérie... Alors il se passe un problème là-bas avec 2000 morts. Oh, on n'est pas capable d'aller jusque-là. Oh, c'est triste. Poutine y va. Oh, c'est triste. Mais ils auraient pu amener des hélicos, mais ils vont se dire non. Voilà. Et en plus, en Sibérie particulièrement, tu as un problème de sous-population. Donc tu n'as pas une masse de population critique pour mettre en place les systèmes de pression par rapport au Kremlin. C'est aussi simple que ça. Ça changera peut-être justement avec malheureusement le changement climatique qui va libérer potentiellement des territoires en Sibérie. Et c'est là où on voit justement le modèle russe aussi, c'est comment améliorer les chances de population dans le nord de façon à créer justement des systèmes de défense et créer de nouvelles activités économiques. Donc là, on se retrouve vraiment dans une adaptation qui est complètement dystopique. Donc tu as déjà ça. Est-ce que la Russie réagira justement à cette demande, cet impératif de coopération au bout du compte? On verra ce qui se passe à partir du moment où M. Poutine ne sera plus au Kremlin et ce qui suit. Techniquement, on a quand même un système justement de gouvernance politique et économique en Russie qui ne se prête pas très très facilement à de vraies démocraties. Donc, est-ce que la démocratie à leur manière, comme ils aiment bien dire. Oui, c'est ça. Ils le disent, ils assument. Hein. Voilà. Maintenant, il y a un autre élément qui, là, pour le coup, se situe au niveau méta et qu'on voit... entre autres, apparaître justement dans les rapports du GIEC. Et c'est ce qui oppose justement des personnes qui sont technosolutionnistes, quelque part, avec des personnes qui ont envie justement d'aller vers un modèle de transition non seulement énergétique, mais écologique, et du coup arrivent à régénérer, à restaurer de nombreux puits naturels. Et puis, au-delà de penser justement à la nature comme un puits, d'y penser comme la nature, notre maison. On s'accélère de manière très dangereuse vers le plafond de 1,5. On va les dépasser, Olivia. Il y a de fortes chances pour que ce soit le cas, à moins justement qu'on arrive à avoir un regard sur la géopolitique du climat et des transitions collectifs, comme tu le disais, qui nous oblige à prendre des décisions radicales et de le faire justement dans un espace de ok, on va réussir à s'arrimer ensemble justement vers une décélération justement de la croissance énergétique, tout en respectant les enjeux de la transition juste, inclusive, qui ait des résultats sur un développement adaptatif justement pour les pays du Sud et les pays du Nord. Mais imaginons que nous n'arrivions pas à respecter 1,5, qui techniquement s'annonce dans une prochaine décennie au maximum. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pays actuellement, les mêmes puissances qui sont justement dans une logique d'intensivité énergétique, qui investissent dans des technologies dites de géo-ingénierie. Ah, le soufre dans l'atmosphère et ce genre de choses. Le soufre ou même les particules de diamant. J'avais lu justement un super bouquin d'Elisabeth Kolbert qui s'appelle Sous un ciel blanc, je pense que c'est la traduction en français,
qui expose justement différentes technologies potentielles pour faire justement de ce qu'on appelle de la gestion de radiation solaire dans la planète. Donc, juste tes auditeurs ne savent pas, l'idée serait justement d'ensemencer l'atmosphère, soit avec justement des particules de sulfure ou de diamant ou quoi que ce soit, pour faire en sorte de refléter justement à l'extérieur les rayons du soleil. C'est dangereux comme pari. C'est jouer à l'apprenti sorcier. Complètement. Voilà. C'est revenir à Fantasia, effectivement, c'est un dessin animé qui m'a beaucoup parlé pendant mon enfance, avec Mickey, justement, et tous ces ballets, où il essaye, justement, je ne sais pas si tu le connais, ce dessin animé. Très, très bien, voilà. Bien sûr. Oui. Donc, tu te souviens, justement, le moment où Mickey, il veut juste pas nettoyer son bordel. Il a la flemme, alors qu'en fait, il aurait pu le faire, et c'est un peu ça, il continue sa belle vie. Et à un moment donné, il s'endort et t'as les balais qui se reproduisent et qui se reproduisent. Voilà. Et le problème est... qui colonisent justement toute une maison et qui en fait deviennent un problème de sécurité pour lui. Et il est foutu, hein. Il est dépassé par les événements. C'est ça. Il sait plus du tout comment gérer justement ce que lui-même a mis en marche. Ouais. Et c'est la même logique avec la géo-ingénierie. Et il faut vraiment là pour le coup voir en fait les modifications anthropiques que l'humain a fait depuis très très longtemps. C'est pas seulement les dernières décennies, c'est vraiment les derniers centenaires, etc. On est dans une continuation de logique qui nous emmène vers une gestion planétaire. Nous n'avons pas les connaissances scientifiques, qu'elles soient écologiques, biophysiques, biodiversitaires ou quoi que ce soit, pour vraiment comprendre en l'occurrence la manière dont de la géo-ingénierie pourra modifier les flux planétaires et donc du coup nous garder dans un espace sécuritaire d'habitabilité dans la planète, etc., etc. Donc en fait, on est en train de répondre aux problèmes climatiques, effectivement, et aux problèmes sécuritaires que le changement climatique amène, avec une logique linéaire, technosolutionniste, qui s'annonce de plus en plus probable à mesure que nous loupons nos objectifs, justement, de décélération économique, de revenir justement dans des limites planétaires, etc., etc. Et donc, ça va nous emmener vers, effectivement, ce truc de... Est-ce que, en définitive, certaines puissances qui investissent à gogo dans ces technologies-là vont effectivement avoir un impératif de coopération dans le futur? Point d'interrogation. Parce que si, effectivement, à un moment, on se rend compte que la géo-ingénierie marche, ce qui, nota bene, n'est pas le cas aujourd'hui, mais si à un moment on devait avoir justement une espèce d'innovation scientifique qui nous amène justement un truc où on se dit « Ah ouais, non, ça va marcher », et que c'est la Chine qui y arrive, ou que c'est les États-Unis qui y arrivent en premier, est-ce qu'en l'occurrence, ils vont avoir le réflexe d'aller consulter les autres pays du monde justement pour dire « on va faire ça au-dessus de nos territoires », ou potentiellement au-dessus de l'Arctique, par exemple, ou dans certaines régions du monde. Et qui peut dire aujourd'hui que ces technologies-là ne mèneront pas à un autre type d'arsenalisation dans les relations internationales à partir du moment où en fait on sera... Parce que c'est ça le problème, on est en train de s'embringuer justement dans des logiques de croissance économique et macroéconomique, alors qu'en peinture de fond de notre monde, on va avoir un problème de plus en plus de rareté des ressources. Parce que comme j'expliquais tout à l'heure, même si on allait vers un projet de décarbonation, ce qui est le cas actuellement et ce qui est nécessaire, nous allons avoir un impact sur les écosystèmes qui régulent notre planète. Donc, on aura un problème de cycle d'eau, de biodiversité des sols, de perméabilité des sols, de productivité des sols. Ça va nous emmener justement vers une société, encore une fois, relativement dystopique, où si on veut créer justement de la sécurité alimentaire, il est fort probable qu'on ait besoin de passer par des moyens technologiques pour le faire. Est-ce que c'est fondamentalement ce dont on a envie? Moi, personnellement, ma réponse est non. Par contre, effectivement, si on arrive en l'occurrence à avoir une société globale où des populations entières sont en prise avec des problèmes de famine, des problèmes de déplacement, de violence et de choc de santé aussi, tout simplement, reliés justement aux disruptions climatiques ou quoi que ce soit, en fait, on n'aura pas vraiment le choix que d'aller vers l'option technologique. Et c'est pour ça qu'on est justement dans une décennie complètement charnière actuellement. C'est pour ça que la discussion sur Beyond Growth est hyper importante. Et elle est excessivement importante en regardant tous les points morts qu'on peut avoir et surtout qu'on a pu développer en Europe. Parce qu'on est très très bon à s'auto-décrire comme des leaders du climat, des leaders des droits de l'homme,
des leaders justement de certaines normes de gouvernance internationale, et ce sont des normes en l'occurrence que nous avons participé à construire et qui nous bénéficient justement dans l'ordre international. Mais on s'est un peu endormi sur nos lauriers en fait. On a pris la confiance. On a pris la confiance et puis en fait on est aussi devenu un peu naïf. Parce qu'on n'a pas... Tu vois, ce dont je te parlais tout à l'heure, la Chine, elle a commencé il y a 25 ans à travailler sur les chaînes d'approvisionnement qui mènent aujourd'hui justement la capacité de décarboner. 25 ans. C'est énorme dans un cycle économique ou dans un cycle politique. Où est-ce qu'on était, nous? On pensait en l'occurrence que la mondialisation allait continuer à marcher avec stabilité, avec prédictabilité et avec sécurité. C'est plus le cas. Et donc, quelque part, on est tombé... Il y a un côté où, justement, c'est une perte de candeur et d'innocence. Hein. La candeur et l'innocence a ses qualités. Mais on a tellement voulu croire à la qualité des interdépendances économiques et aux dividendes de sécurité et aux dividendes de paix que ça pouvait créer, pour nous, qu'on a oublié, en l'occurrence, qu'il y avait justement beaucoup de machinations économiques qui maintenaient quelque part des architectures internationales, et qui, en l'occurrence, étaient basées sur des logiques d'extraction, parce qu'elles l'ont toujours été. Et c'est ça l'enjeu de notre transition. C'est drôle parce que tout ça, j'ai l'impression que nous amène à quelque chose qui fait un petit peu peur, à une forme de troisième guerre mondiale, qui aura peut-être déjà commencé. Je pense première guerre, guerre industrielle, on développe, ça c'est inédit dans l'histoire de l'humanité. Deuxième guerre, guerre d'idées, après l'industrialisation. Troisième guerre, peut-être celle de ceux qui veulent défendre le vivant, qui veulent créer d'autres mondes, face à ceux en fait qui veulent perpétuer un modèle, perpétuer un système de croyance. Tu penses qu'on se dirige vers ça? Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai pas envie. Je remarque à quel point justement si je te disais ah oui c'est vraiment ça m'inquiète beaucoup. C'est comme si on pensait que quoi qu'il arrive c'était notre lendemain. Non, il faut pas, bien sûr. Voilà, j'ai pas envie de créer une autoprophétie. J'ai envie par contre d'alerter avec autant de clarté que possible sur les risques qui pourraient nous emmener dans cette direction-là. Et ça veut dire effectivement, ça relie justement à toute une conversation aussi d'ordre plutôt psychosocial qu'on a autour de la transition. On a besoin en l'occurrence de regarder ce qui fait peur, ce qui fait mal, ce qui est potentiellement dangereux. Ce qui déstabilise. Voilà, pour orienter notre trajectoire autrement. C'est ça le danger en fait des points morts et des angles morts. Prendre l'humain avec tout le réalisme possible et imaginable, plutôt que de lui projeter nos croyances et nos aspirations, en se disant, voilà, notre pensée c'est, les LGBT on respecte, les Noirs il faut les respecter, nos droits de l'homme, et accepter le fait que des personnes ne sont pas du tout avec ces idées-là et ne le seront peut-être jamais, en quelque sorte. Alors que l'espoir c'est quand même essayer de convaincre que, voilà, dans votre pays, il y a des homosexuels, il y a des noirs, il y a des femmes qui attendent de bien vivre aussi, quoi, tu vois. Mais, comme on le disait tout à l'heure, le système de pensée, parfois, il est très, très fermé. Mais alors, c'est de se préparer et de garder un avantage géopolitique par la contrainte. Est-ce que c'est pas l'arme nucléaire, cet avantage géopolitique par la contrainte? Parce que c'est ouf que tous les gros pays l'ont. Et est-ce que c'est pas justement ce truc qui fait peur, mais qui permettent à tous ces pays d'éviter de faire le malin? Tu vois ce que je veux dire un peu? C'est le paradoxe de l'équilibre de la terreur. C'est ce dont on a beaucoup parlé justement pendant l'époque de la guerre froide et qu'en fait, quelque part, on est en train de répéter. Sauf que bien évidemment, justement, avec les soucis qu'on a actuellement d'un point de vue sécuritaire, on voit là aussi justement quelque part les défauts de ce système-là, parce que ça peut créer justement une prolifération des armes nucléaires. Alors, je pense qu'il y a une note positive. La démocratie, c'est un projet qui se crée au jour le jour et qu'il est précieux de garder et qu'il est précieux en l'occurrence de protéger. La démocratie, elle se base justement sur des systèmes électoraux, mais aussi sur des conversations critiques au niveau de ce que c'est que l'information, d'un projet de société. Le projet de société autour de la décarbonation, il est compliqué. C'est pas on décide d'arrêter justement des énergies fossiles du jour au lendemain, même si je suis tout à fait d'accord avec absolument tout le monde, selon les limites planétaires, c'est complètement nécessaire. Mais on a besoin justement d'arriver à cet arrimage-là pour amener nos sociétés de manière inclusive, sans créer de la fragmentation totale au niveau des contrats sociaux, à
un projet de société qu'on peut reconstruire sur des énergies différentes et sur, du coup, de la gouvernance territoriale différente, de la gouvernance démocratique différente et des projets économiques différents qui ne sont plus effectivement dans une surcroissance ou dans une surconsommation. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte aujourd'hui quand, surtout en Europe, on discute justement de la trajectoire de la décarbonation. Et il est important de garder, c'est l'esprit démocratique aussi, de garder en fait nos regards critiques aux fesses des institutions politiques et des États membres, tout en gardant en tête la complexité. La complexité aujourd'hui fait partie en fait de notre projet démocratique et elle doit être discutée en tant que telle. Et il faut comprendre qu'il y a des réponses qui se situent au niveau local, donc qui sont hyper accessibles aux personnes qui écoutent ce podcast, mais qu'il y a aussi justement des équilibres qui se jouent au niveau global et qui là pour le coup sont vachement plus complexes et dont qu'on a besoin justement d'investiguer plus, on a besoin en fait de trouver des moyens de déconstruire en fait ce dilemme sécuritaire. Et ça demande des négociations qui prennent du temps et qui sont vraiment compliquées parce que ça oppose justement des visions de puissance différentes, des projets de société différents, etc. Et puis des cultures différentes. Je ne tombe pas dans le cliché du clash de civilisation qu'Huntington a pu nous proposer à un certain moment, mais les différences de culture peuvent créer justement des temps d'adaptation, des temps de dialogue qui ont besoin d'être respectés aussi. Donc il ne faut pas tomber en l'occurrence dans une espèce de noirceur ou de défaitisme total par rapport au futur, parce que je sais très bien en l'occurrence que le message que j'apporte, il est chiant. Oh, il est réaliste. Il est réaliste, mais du coup il est chiant. Sans des hétéronomies. Je sais pas, donnez-nous votre avis en commentaire. Je dirais pas qu'il est chiant. Il déstabilise et il remet en place un petit peu comment est-ce qu'on met nos ordres d'idées. Et donc je peux comprendre que ça peut se paraître chiant parce que le premier réflexe c'est ah non je veux pas écouter, ah non flemme. Et je vois ce que tu veux dire par chiant. Mais on parle de vidéo de mort limite. Hein. On parle d'avenir. On parle de comment est-ce que tu planifies toi-même ton avenir à titre personnel et à titre politique aussi, comme avec qui tu votes, ton groupe d'amis. Donc c'est très important. On doit pouvoir le faire. Ouais. Et puis c'est vraiment un élément en fait qui manque de tous les projets politiques. En tout cas, moi l'année dernière, donc je suis française d'origine, donc j'ai voté en France l'année dernière. Il n'y avait aucun des candidats qui parlait de cette dimension géopolitique et internationale de la transition. Et si on ne parle pas de ça, on loupe complètement en fait le cap. Donc revenir justement dans une Europe qui se veut au plus proche de ses valeurs, qu'elles soient humanistes, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient légales, qu'elles soient démocratiques, qu'elles soient juridiques, est important. Et ça demande justement de rentrer dans cette complexité internationale. Et ça demande du coup d'avoir justement un regard de, en fait, comment est-ce qu'on peut apprendre de notre histoire? Parce qu'on a une histoire qui est hyper importante, qui a construit la paix sur un continent qui s'était fait la guerre pendant des centenaires, sur base d'une architecture énergétique, industrielle et sociétale. Le côté sociétal, il est arrivé au bout de cette chaîne-là. La paix, autant j'aimerais... J'ai bossé dans la construction de la paix pendant 15 ans. J'aimerais beaucoup te dire que c'est Kumbaya. Mais c'est pas Kumbaya. Le Kumbaya, il peut arriver à partir du moment où, en l'occurrence, il y a justement des éléments, des fondations qui permettent aux différentes parties en conflit, ou en tension, ou en rivalité de système, de se sentir en sécurité. Sécurité dans le projet de société qu'ils ont envie de mener, mais pas les uns contre les autres. Et donc ça demande justement du temps d'adaptation, ça demande du dialogue, et ça demande justement d'arriver à, surtout en Europe, apprendre de notre propre histoire, y revenir, pour comprendre notre séquençage autour de notre propre construction européenne, et non pas de la répliquer ailleurs, mais d'en apprendre les leçons qui vont nous permettre justement de construire une architecture de décarbonation qui va arriver à créer des dividendes de sécurité et de paix. Et ça, c'est le chantier des 20 prochaines années. On ne fait que commencer, et il est vraiment temps. Merci Olivia. Merci Vince. Incroyable discussion. Je te revois très prochainement sur cette chaîne. On a beaucoup de choses à se raconter. Tu es basé sur Bruxelles? Ça dépend. Ça dépend. Ça veut dire que quelquefois, oui. Ouais. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, bien entendu. C'est important. Abonnez-vous. Filez-nous un petit coup de main sur Tipeee, si jamais c'est possible. Mais l'abonnement, déjà, il fait vachement plaisir. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les mythes. Ciao tout le monde. Merci.